Les lois qu'on prend pendant que on exerce le pouvoir, on oublie que ces mêmes lois-là peuvent être utilisées contre vous le jour où c'est dans l'opposition. Ça, ce sont les Français qui disent ça. Moi, c'est que mon grand-père m'a dit. Il dit que le piège que tu as tendu contre la perdrix, là, ça peut attraper ta propre poule sur la route. Et je pense que c'est tout le problème de l'Afrique qui est là. Quand on dirige, on a l'impression illusoire qu'on est là pour l'éternité. Et on a toujours des petits serveurs de thé qui sont là pour vous faire croire que vous êtes devenu Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi pendant que vous dirigez, vous devez prendre des lois qui doivent traverser le temps. De manière impersonnelle. Malheureusement, sous nos tropiques, on assiste à autre chose. Nous sommes à la veille d'une élection. Comment comprendre que des personnalités peuvent être écartées sous un vernis judiciaire? Parce que ce n'est qu'un vernis judiciaire. On va dire, non, c'est la loi. Moi, je vois, hein. Je regarde les débats de télé. Oui, c'est la loi. Mais l'apartheid, là, c'était la loi. Mais est-ce que c'était juste? L'apartheid était dans la Constitution. Mais est-ce que c'était bon? La ségrégation, là, c'était la loi aux États-Unis. Mais est-ce que c'était bon? Pourtant, c'était la loi. Toutes les lois ne sont pas bonnes. Et ce que je m'en vais vous dire ce soir, n'attendez pas qu'une loi soit personnellement contre vous avant de vous lever pour la dénoncer. Une injustice, elle est une injustice. Il ne faut pas avoir de position à géométrie variable face à une injustice. Comme c'est lui là, ça ne me regarde pas. Ça va venir devant ta porte un jour. Il sera déjà trop tard. Nous parlons. On parle du président Gbagbo qui a été radié et on n'est pas d'accord. On parle de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui est radié et on n'est pas d'accord. On parle du président du PDC-IRDA qui est radié et on n'est pas d'accord. On parle de Charles Blé Goudé qui est radié et on n'est pas d'accord. Akossi Benjo est radié, on n'est pas d'accord. Mais vous allez voir que même nous, parmi nous, opposition, il y en a quand ils citent, mais ceux qui sont radiés, mais ils allument sur ton nom et puis ils sautent. Ça leur fait mal de trop dire ton nom, quoi. Ça, c'est pas de la politique. Tu es même plus dangereux que ceux qui nous ont radiés. Parce que toi, tu n'as même pas la loi, même dans ta tête, même tu as dit non. Partout, vous voyez une injustice. Levez-vous. Nous voici en train de parler Côte d'Ivoire. On ne veut plus que vous soyez traumatisés. Que nous soyons traumatisés. Il a parlé du lion que j'ai vu. En tout cas, tout le monde a vu le lion en Côte d'Ivoire ici. Peut-être que moi, je me suis trop rapproché. Donc, il m'a griffé. Mais ces cris-là, au moins, vous avez entendu, vous tous. Vous savez, au-delà du meeting du 31 mai, tous les peuples qui ont réussi à embrasser le développement, c'est ceux-là qui ont su tirer les enseignements de leur passé, de leur histoire, même douloureuse. Les États-Unis d'Amérique ont tiré les leçons de leur histoire. Les États-Unis d'Amérique ont tiré les leçons de leur histoire. Ils ont connu une guerre de sécession qui a opposé le Nord au Sud.
Donc ils connaissent la guerre. Sortis de là, ayant tiré les leçons, ils sont aujourd'hui une puissance. La question de ségrégation a eu lieu aux États-Unis. Ils se sont battus jusqu'à même s'offrir un président noir. Parce qu'eux, ils ont tiré les leçons de leur histoire. L'Europe a tiré les leçons de son histoire. Mais il n'y a pas eu une guerre plus meurtrière que les deux guerres qu'on a connues. Dans le monde, eux, ils ont appelé ça guerre mondiale. Oh, c'était leur guerre. Ils ont tout fait pour appeler ça guerre mondiale. Pourtant, c'était entre eux. Mais cette guerre, la deuxième guerre, c'était entre 50 millions et 60 millions de morts. Nous, on parle de 3000 ici. C'est vrai qu'un mort était mort. Mais ceux-là ont tiré les leçons de cette guerre-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en sortant de cette guerre? Ils ont équilibré les plateaux. C'est-à-dire que sortis de la guerre, on dit bon, toi tu gères ça, toi tu gères ça, toi tu gères ça. Et tout le monde a intérêt à ce que la paix soit. Les Français, on leur a confié la diplomatie de l'Europe. C'est pour la France, c'est vous qui gérez. L'économie a été confiée à l'Allemagne. C'est pourquoi dès qu'il y a un problème en Europe net, on dit le couple franco-allemand. Interroge l'histoire, on va te parler de l'Allemagne et de la France. Un journaliste français même qui écrit une seule ligne sur l'Allemagne, là, on casse d'abord son journal, puis lui-même, il va à la guillotine. Mais c'est une simple poignée de main de François Mitterrand. C'est lié allemand, Helmut Kohl. Nous sommes en septembre 1984. C'est là qui a réuni, qui a scellé l'union entre l'Allemagne et la France. Une simple poignée de main. À la surprise générale du protocole, il a traversé la foule, il a salué. Cette main-là a réconcilié l'Allemagne et la France. À partir de là, on parlait désormais de couple franco-allemand. Tout ce qui est institution judiciaire, ça a été confié à la Hollande. C'est pourquoi nous, on nous a amenés là-bas. C'est ce qu'on leur a donné de gérer. Les institutions politiques ont été confiées à la Belgique. C'est pourquoi on appelle Bruxelles la capitale de l'Europe. Tout ce qui est banque, finance, c'est confié à la Suisse. Et comme c'est l'Occident qui s'est battu globalement, alors on confie tout ce qui est sécurité militaire, tout ce qui est défense aux États-Unis d'Amérique. Voilà comment eux, ils sont sortis de leur crise. Nous, en tant qu'Ivoiriens, est-ce qu'on sait que quand l'avion tombe, la première des choses qu'on cherche, c'est la boîte noire? Parce que toutes les informations y sont contenues. Pour chercher la cause du crash. Pour ne plus que jamais notre avion tombe pour la même cause. Mais après cette crise meurtrière qu'on a connue en Côte d'Ivoire, est-ce que nous avons cherché la boîte noire de la crise ivoirienne? La réponse est nette. Qu'est-ce qui a fait que des Ivoiriens se sont entretués? Qu'est-ce qui a fait que des Ivoiriens sont aujourd'hui nés au Ghana? Parce que leur maman était enceinte quand elle fuyait la Côte d'Ivoire. Il y en a qui avaient 1 an quand leur maman partait avec eux. Il y en a qui avaient 2 ans. Ça, c'est un autre type d'Ivoirien. Ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas ghanéen, ils ne parlent pas ivoirien. On ne sait pas comment on va les appeler. Voilà les résidus de la crise ivoirienne. Comment on gère cela? Est-ce qu'on a cherché la boîte noire de la crise ivoirienne? Mais au vu de ce qu'on voit là, on n'a pas cherché à trouver la boîte noire de la crise ivoirienne. Du tout. Parce qu'on répète la même chose. Moi, tout le monde pouvait me dire tout. Je n'ai jamais pensé qu'en sortant de ma cellule de la CPI, je viendrai ici encore pour qu'on me parle de nationalité des gens.
Oui, tu aimes là les Sénégalais. Oui, lui là, il est déterminé. Il dit, tiens, vous êtes dans ça là encore. Vous êtes dans ça là encore. Dans ce pays-là encore, on peut encore traiter quelqu'un d'étranger. Dans Côte d'Ivoire, ça là. Vous êtes comment même? Voilà le problème que moi je vois. Mais nous qui sommes assis ici, mais toute notre vie, on ne va pas passer notre vie à parler de guerre. Parce que quand eux ils parlent, ceux qui créent ça là, quand eux ils parlent d'Oufo-Boigny, qui leur avait donné des bourses. Oui, j'étais encore à l'école, mais un peu me chercher travail. Nous on a qu'à dire quoi? Nous-mêmes on parle de guerre. Nos enfants vont parler de guerre. Nos petits-enfants vont encore parler de guerre. On dit non. On dit non. C'est pourquoi on dit, mettons-nous ensemble et appelons tout le monde autour de la table. Chaque soir, chacun envoie son représentant sur la FTV ou bien sur NCI. Laissez tout ça là. Nous-mêmes, on va créer notre table. Venons, on s'asseoir ici, on va parler. Au lieu que chacun parle de son côté, pensant qu'il a raison, ok, asseyons-nous autour d'une table et sortons tous les problèmes, posons-les. Venez m'expliquer comment un Ivoirien que vous avez pris, tu as pris à fond des gens, tu dis que la justice ivoirienne n'est pas prête pour le juger. Donc pour qu'il y ait un procès équitable, vous l'avez pris, vous l'avez emmené à la haie. Papa, plusieurs années de procès, c'était en direct. C'était devenu comme West End. Moi, je vous raconter que je suis ce procès-là. C'est-à-dire, j'ai un ami, c'est mon cousin, quoi. Mais il porte mon nom, quoi. Donc, il est dans un commissariat. Et son patron, il porte un nom du Nord. Mais c'est son patron. Non, lui, là, son podcast, c'est l'heure du procès net. Il s'est se cacher et puis, il regarde. Mais son patron, moi, c'est mon ami. On a fait l'université ensemble. Donc, lui, c'est un goudéiste. Toi aussi. Non, mais il s'est remarqué qu'à la même heure, là, il ne voit pas son gars, là. Donc, il s'est brûlé un jour, il allait regarder. Il dit, mon frère, viens, on va regarder ensemble. C'est quand tu regardes, c'est ce que moi aussi, je regarde ici. Pour vous dire que tout le monde savait. Mais on m'a acquitté. Le procureur a fait appel. Et je suis là, j'attends, dans un hôtel, duquel je ne suis pas autorisé à sortir. C'était une deuxième prison. Et pendant que je suis là, on convoque un autre procès derrière moi ici pour les mêmes faits. Et on envoie un huissier de justice à Yopougon chez moi pour aller me chercher. Il arrive, il demande à mes voisins, où est Blé Goudé? Les voisins là, ils disent, même Blé Goudé là, il dit oui, il dit, nous, on ne sait pas. Parce qu'eux, ils savent que toi, tu sais où il est. Dans tout Côte d'Ivoire, là, tout le monde sait où Blé Goudé est. Il est à la haie. Et c'est à nous qui vient demander à 13h où est Blé Goudé. Et il fait un rapport. Je suis là, je suis millionnaire. Demandez aux voisins de Blé Goudé où il est. Et ils ont dit, il ne sait pas où il est. Donc Blé Goudé a refusé de venir au procès. Donc on va le juger à son absence. 20 ans. J'ai dit, moi j'ai pensé que les sorciers là étaient au village. Hein. Gars, on a appuyé ici à eux. Sur cette base-là, vous rayez mon nom sur la liste. L'honorable l'a expliqué. Le président Gbagbo a dit, moi j'étais en prison. Vous le convoquez à un procès. Sous prétexte qu'il a cassé la BCAO. La BCAO dit, nous on n'a pas subi de préjudice. Vous dites que non, vous avez subi. Ils écrivent même pour dire qu'ils n'ont pas subi. Vous le condamnez pour casse de BCAO. Et puis, vous rayez son nom. Un ancien président de la République n'est pas sur la liste électorale. Il n'est même pas électeur. Au-delà de la personne du président Gbagbo, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Ça donne la nausée, quoi, en fait. Laissons nos sentiments et nos ressentiments. Parlons vrai, parlons juste.
Moi, je suis un homme droit. Moi, je veux marcher droit. Je ne peux pas cautionner une injustice. Voilà, Guillaume Soro. Vous étiez ensemble ici. En tout cas, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas du quartier. C'était comme ça. Hein? Contre. Comme ça. Contre nous. Un matin, l'autre est retrouvé là-bas. Il n'est pas candidat. Tidem Thiam. C'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous me regardez, il a les banques. Mais non, ça c'est la grande fierté de la Côte d'Ivoire. Fierté est venue à Abidjan. Non, cette histoire-là, ça dit, c'est que tu n'as pas encore vu là. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Toi, tu n'es pas encore arrivé là où ça existe. Non, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais entendu ça ici. Bon, la fierté est venue. Il dit, non, lui là, c'est un Sénégalais, il est bizarre. Depuis quand? Après, c'est le juge même. C'est le juge qui vient, bon, il a renoncé à sa nationalité. Et donc, dès qu'il renonce à sa nationalité, il devient indubitablement ivoirien. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Mais sa nationalité est incontestable. Le gars dépose demande de certificat de nationalité. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Un avocat s'assoit pour dire que non. Posséder un certificat de nationalité, ça ne veut rien dire. Adama. Posséder un certificat de nationalité ne confère pas la nationalité. Bon, donc, qu'est-ce qui confère la nationalité alors? Vous savez, tout ça, moi, ça me fait honte en fait. Tout ça, ça fait honte en fait. Tout ça à cause d'une élection. Mais au-delà de l'élection, qu'est-ce que vous apprenez à notre jeunesse? C'est-à-dire le gars qui va étudier le droit, qui veut prouver sa nationalité et qui va prendre un certificat de nationalité. Tu lui dis que ce qu'il a là, c'est un papier banal. Au-delà de l'élection, qu'est-ce que nos enfants retiennent? Mais on va finir par te dire que ton extrait de naissance là ne prouve pas que tu es né quelque part. Vers où on va là? Vous savez où la politique, et c'est ça qui gâte la politique. Après on est surpris qu'il n'y a pas d'engouement quand on appelle à aller faire l'enrôlement sur la liste électorale. Mais le gars il s'est dit, mais je vais aller m'enrôler, pourquoi? Tout ça là, tu votes à Yopougon, dans l'urne, tu mets lors de la mairie, tu mets Diaoufoué, ça sort Bitogo. Ça c'est quelle machine a transformé ça? Voilà le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc les gens sont découragés de la politique. La parole publique ne vaut plus rien dans notre pays. Les gars viennent, ils s'arrêtent là, ils font leurs récitations. Le lendemain, il vient et vous dit carrément le contraire de ce qu'il a dit hier. Parce qu'il n'y a pas d'opinion ici. Parce que vous-même, vous permettez ça. L'élection arrive. Hein. Vous allez courir derrière eux ici encore, hein, avec t-shirt. Hein. Votez, votez, votez. Parce qu'on t'a donné 2000 francs à un t-shirt. Tu es la cause de ta propre misère. Voilà le problème qu'on a en Côte d'Ivoire. On ne sait pas dire non. Ce n'est pas tout l'argent qu'on mange. Moi, je vous dis quelque chose. J'arrive à Abidjan le 26 novembre 2022, ici. Pendant que vous étiez sous la pluie, pourquoi en train de m'applaudir? Mes bagages étaient dans ma voiture, ils ne savaient pas où dormir. Je vois tout sur le monde. Moi, ils ne savaient pas où dormir. On les a invités, tous nos camarades. On dit on les a vus dans un restaurant. On était en train de manger jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais nous, on mange là. C'est parce que quelqu'un est en train de chercher où moi j'ai dormi. Ceux qui bavardent dans le pays, là, ils ne savent rien. Et puis eux, ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout le monde n'est pas à vendre. Moi, je ne m'appelle pas Djori Djoroulo. Vous voyez ce que je vais vous dire? Mais parce que je sais dire non. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Pour votre enfant, dites non. Choisissez celui qui va donner un avenir à votre enfant demain. C'est de ça qu'il va s'agir en 2025. Pas autre chose.
Ne pense pas à ta galette immédiate. Pense à l'avenir de ton enfant. Demain, si Dieu te rappelle, tu laisses ton enfant dans quelle Côte d'Ivoire? Voilà le vrai point. C'est pourquoi on t'appelle à te lever le 31 mai prochain. Dans une coalition qui a réussi à dépasser les divergences. Je ne suis pas PDC RDR. Daoufou n'est pas COJEP. LFPI n'est pas COJEP. Il MGC n'est pas COJEP. Il y a d'autres partis politiques qui sont avec nous. Daniel Claverie n'est pas PDCI. Mais on a dépassé tout ça, on s'est mis ensemble. Je ne suis pas gêné de dénoncer l'injustice contre Identiam. Quelqu'un ne peut pas venir me dire, oui, si tu fais ça, il va devenir président. Et puis toi, vous savez, cette manière de réfléchir, ce n'est pas bon. On nous demande même, mais vous êtes ensemble, là, qui est votre candidat? On n'est pas encore arrivé là. Nettoie ton champ d'abord. Construisons la maison avant de savoir qui va dormir dans la belle chambre. C'est de ça qu'il s'agit. L'ego est en train de perdre notre pays. L'ego est en train de nous perdre. Et nous tous, on est dans la misère. Parce que chacun pense qu'il est plus fort que l'autre. David n'était pas le plus fort. David n'était pas le plus vieux. David n'était pas le plus gaillard. C'est lui qui a sauvé son peuple. On a eu beaucoup de difficultés. Mon frère Daoufou et moi, pour avoir la place de Figayo. Après avoir bataillé. Et que finalement, nous avons eu la place Figayo de Yopougon. Notre objectif n'est pas de remplir la place Figayo. Elle est déjà pleine. On va déborder. C'est-à-dire, il faut qu'on sente que quelqu'un est passé là. Il faut qu'on regarde que non, nous, on est nombreux qui voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons un dialogue. Nous voulions tellement le dialogue qu'on a même écrit au RHDP. On s'est dit, mais au bout du compte, c'est eux qui dirigent. Mais il faut qu'on se rencontre pour se parler. Et comme Dieu l'a dit, effectivement, on discute toujours. Il y en a qui disent, mais ça va la peine. Non, allons-y. Parce qu'on veut échanger. On veut préserver vos vies. Je ne veux pas qu'au soir du 25 octobre, vous ayez des bagages sur la tête en train de partir vers le Ghana. D'autres en train de partir vers le Libéria. Non, on ne veut pas de ça. Pour ne pas y arriver, on doit s'asseoir pour nous parler. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. Ça, ce n'est pas une faiblesse. Tout ce que vous avez construit en 15 ans, s'il y a la guerre en un jour, voilà, tout est gâté. Nous, on ne veut pas de ça. Chers amis, c'est pourquoi on vous appelle. Et finalement, comme nous tous, on se réclame du Houphouët-Boigny. On est tous d'accord que c'est le père de la nation. Mais ne nous réclamons pas du Houphouët-Boigny pour seulement utiliser son nom. Faisons comme lui. Je ne l'ai pas connu en tant que tel. Parce que j'étais petit, mais je l'ai lu. Je sais qu'en 1988, il y avait un seul journal qu'on appelle Fraternité Matin. Il y avait une seule chaîne de télévision qu'on appelle RTI. Il n'y a pas TikTok. Il n'y a pas WhatsApp. Il n'y a pas Facebook. Donc ce que RTI dit là, ce que Fraternité dit là, c'est ce qui est la vérité. Personne ne pouvait contredire Houphouët-Boigny. Mais est-ce que ça l'a empêché de recevoir en 1988 son opposant historique, Laurent Gbagbo? Il a reçu. Il était en exil, il est descendu ici. Il a reçu. Ils ont parlé. Houphouët a décrété le multipartisme. Parce qu'il a vu le vent venir. Il a anticipé pour son pays. Le même président Houphouët-Boigny, il a même réglé un conflit transfrontalier entre le Burkina et le Mali. D'abord, le Mali et le Burkina sont affrontés en 1974. Le conflit a repris jusqu'à durer en décembre 1984. Et c'est le 17 janvier 1985 que Houphouët-Boigny a reçu Thomas Sankara et Moussa Traoré à Yamoussoukro. Il a scellé la paix entre ces deux pays-là. Cette guerre s'appelait la guerre des pauvres. Celui de qui on se réclame, voilà ce qu'il faisait. Faisons comme lui. Voilà ce qu'il faisait. Et on n'appelle que à ça.
asseyons-nous et parlons-nous. Chers amis, nous vous demandons que chacun, que chacune de vous rentre en lui et jette un regard dans le rétroviseur de 2011, de 2015, de 2020 et se dise non, je ne veux pas vivre ça. Je vais appeler au dialogue. Je vais aller moi-même le 31 mai à la place Figaro pour appeler au dialogue, pour appeler à des élections inclusives, pour appeler à la révision de la liste électorale, pour appeler à des élections apaisées. Voilà les raisons pour lesquelles nous on se réunit. Pas autre chose. On ne vient pas affronter quelqu'un, on ne vient pas narguer qui que ce soit. On veut appeler au dialogue. Voilà ce pourquoi nous nous réunissons. Nelson Mandela est sorti de prison. Il n'a pas mis un seul blanc en prison. Au contraire, quand il rentre dans son bureau, que les gars du corps de Frédéric de Klerk sortent du bureau. Les blancs. Parce que Mandela est venu. Il dit, vous allez où? Étiez-vous les gars du corps du président de la République ou de M. de Klerk? Je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble. Nous nous battons pour que les Ivoiriens se considèrent comme frères et sœurs dans ce pays. C'est pourquoi on vous appelle. Il faut que Makoni soit vidé de tout ce monde. Chers amis, regardez combien on investit depuis 2000. Faites le cumul des différents budgets du ministère de la Réconciliation. Donc nous on dit, au lieu d'aller payer pour nous réconcilier, venez, on va s'asseoir, on va se réconcilier. Il n'y a pas 5 francs dedans. De 2000, il n'y a pas un seul gouvernement qui de 2000 jusqu'au départ de Kakabe n'est pas mis dans son gouvernement un ministère de la réconciliation ou de la cohésion sociale. Mais quand tu vas en France, il n'y a pas de ministère de la réconciliation. Parce qu'il n'y a pas la gare là-bas. Tous ces milliards qu'on met dans le ministère de la réconciliation, on peut les économiser pour construire des hôpitaux. Et puis nous, on prend notre temps pour nous asseoir, pour nous parler, pour que cet argent serve à autre chose. Voilà ce qu'on demande. Quand tu n'as pas l'argent, tu gouvernes par l'essentiel et les priorités. C'est tout. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu as projet pour aller payer voiture. Tu es comment? Chers amis, voilà. J'ai été long, mais il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et notre rencontre ce soir est symbolique. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, voici dans cette maison, dans cette salle, Front Populaire Ivoirien, COGEP et PDCI-RDA dans la même maison. C'est la maison Ivoire. Désormais, habituez-vous à nous voir ensemble. Désormais, habituez-vous à nous voir agir ensemble au nom de la Côte d'Ivoire du Fou-Boigny. L'engagement que je prends devant vous, ce leadership-là, c'est de l'utiliser positivement pour mes frères et sœurs que vous êtes. Quand je dis ne prenez pas de fusil, mais pourquoi il dit ça? Il y en a qui disent ça. Plegoudé, c'est un traître. Il dit qu'il ne faut plus prendre fusil pour se battre. Toi, tu connais fusil? Regardez-moi des gens comme ça. Et celui qui parle comme ça, là, il n'est pas ici. Hein. Il est assis à 6000 km. Il est venu, sa femme a préparé Kaplakali, il a mangé, il est rassasié. Il est là-bas et puis il dit, battez-vous. Viens, on va se battre ensemble, on va faire la révolution. Nous vivons cette réalité ensemble. Nous vivons cette angoisse ensemble. Et c'est ensemble qu'on va trouver la solution, sans nous tuer, pour que demain, le changement s'efface dans les urnes.